Diplômé d'HEC, j'ai fini mon diplôme et la première chose que j'ai dit à ma mère en sortant, c'était je refuse d'utiliser mon diplôme. Bon, on a eu un éclair de malade et ça a coupé. Aujourd'hui, on vit dans une époque où tu as un iPhone 13 et plus, et tu as du 20-30K par mois en production vidéo. C'est un peu vers là que la création se dirige maintenant. Les entreprises veulent du long format, découpé en short, donc il faut le faire pour soi-même pour pouvoir ensuite le faire pour les mannequins femmes. Dans nos maillots, on scène avec un requin-baleine. Et on pense que tu es une des seules personnes incapables de faire ça. Et là, je pense que je suis prêt, tu vois. En fait, je le sais. Je sais que là, c'est fini. On arrive en fin juin, j'ai rends mes clés et je sais que ce qui m'attend là-bas sera à la hauteur de mes attentes. Il y a plus de rêves qui sont détruits par le manque de confiance en soi que par le manque de talent. On vit tellement à travers un écran, bon. Va tenir une conversation dans la rue avec quelqu'un et regarder droit dans ses yeux. Pas beaucoup de gens sont capables de le faire aujourd'hui. Bienvenue sur Autops. Alors aujourd'hui, on a un invité un peu spécial pour moi parce qu'on a eu une rencontre d'un pur hasard il y a quelques semaines à Montréal. Donc originaire de Tahiti, il a quitté le parcours étudiant classique de Montréal pour se forger une vie à son image. Il y a quelques années, il a transformé sa passion pour la photo et la vidéo en un vrai levier de liberté. Avec plus de 22 000 abonnés sur Instagram et l'une de ses vidéos qui a explosé avec plus de 50 millions de vues, hein, c'est un chiffre assez énorme. Ses talents l'amènent maintenant à Bali ou encore à Dubaï. On parle de Keoli Lachar, Keoni Lachar. Lachar avec deux H. Avec deux H. Exactement. Et c'est cette nouvelle génération d'entrepreneurs créatifs, on va dire passionnés, avides de voyage et déterminés à partager son aventure en public. C'est toi qu'on reçoit aujourd'hui. Ok, super Mathis. Bah déjà, je pense que tu n'aurais pas pu me décrire mieux que ça, mec. Merci beaucoup. Enchanté. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur l'intro de Mathis ou est-ce qu'il a un peu tout résumé sur ton parcours, sur ta personnalité? Non, je pense qu'il a rien manqué. Diplômé d'HEC, j'ai fini mon diplôme et la première chose que j'ai dit à ma mère en sortant, c'était je refuse d'utiliser mon diplôme. Donc j'ai poursuivi ma carrière en photo-vidéo. Très difficile au début. J'ai grandi sur une île, donc le côté business, ça me manquait énormément. Mais de commencer ma carrière à Montréal, dans un milieu aussi compétitif, c'était la meilleure chose à faire pour moi. Donc voilà, aujourd'hui, après 2 ans, j'en vis et ça me permet de voyager le monde. Donc, comme Mathis a dit, hein, je poursuis une carrière d'entrepreneur à travers l'art. Ok, super. Bah écoute, merci pour ton intro, merci Mathis. Donc, ce qu'on fait avant de commencer et de vraiment attaquer les questions pures et dures, on a un petit jeu avec des questions que tu vas répondre juste par oui ou par non. Et la dernière, tu la développeras un peu plus pour qu'on attaque vraiment le podcast, si ça va pour toi. Parfait, let's go. Ok, du coup, la première question, c'est est-ce que tu te sens perdu à Montréal sans la mer? Totalement, à 2000%. Ok. Est-ce que tu acceptes parfois des projets qui ne te ressemblent pas uniquement pour de l'argent? La réponse est oui ou non, c'est ça? Oui. Oui, non. Oui. Ok. Est-ce que tu te sens vraiment libre dans ce que tu fais actuellement? Non. Ok. Est-ce que tu as déjà pensé à tout arrêter? Oui. Ok. Trouves-tu que le milieu créatif à Montréal manque de goût par rapport à celui de Tahiti? Non. Ok. Est-ce que la passion suffit pour réussir dans la vidéo et la photo? Non. Et dernière question, du coup, que tu vas développer un petit peu. Est-ce que tu as déjà été sous-payé par un client ou une agence? Bien sûr. C'est le combat de cette carrière, hein. Explique-nous. Tu as forcément une anecdote. Une anecdote, bah, c'est les challenges qu'on rencontre tout le temps, je te dirais, tant qu'on n'est pas prêt à sacrifier des contrats au prix de son intégrité et de la qualité de son travail. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas défini tes prix et que tu t'es dit à toi-même dans la glace, mes prix ne changeront plus et je mets le point sur la table, tu acceptes des jobs, comme pour revenir à la question précédente, c'était est-ce que j'ai accepté des jobs qui ne me ressemblent pas? Oui, parce qu'il faut manger, il faut payer les loyers, surtout dans une ville comme Montréal. Et, Mhm. bah souvent, quand on commence, imaginons un client nous contacte, une agence, le premier réflexe qu'on a en tant que débutant dans ce domaine, c'est quel est votre budget? Ou c'est combien vous êtes prêt à débourser pour ce service-là? Mais petit à petit qu'on avance dans cette carrière, on réalise qu'en fait, la question, enfin, c'est même pas une question à poser, c'est bah, pour ce service, voilà mon prix. Si vous voulez travailler avec moi et ma vision, ça sera tant.
Et c'est ça qui permet de le faire sur le long terme. Parce que sinon, comme on a dit, on fait des choses qui ne sont pas alignées avec nos valeurs, pas alignées avec notre vision et c'est dur. Ok, et aujourd'hui, est-ce que tu as réussi déjà à passer ce step de fixer tes prix et de déterminer avec un cadre, peu importe le projet, ou pas encore? Je te dirais que 2025, ça a bien commencé pour moi. C'est une année, c'est vraiment l'année en fait où j'ai fêté mes 26 ans cette année et il y a eu Ah un ouais? déclic en fait. Euh, on dirait que arrivé dans la deuxième moitié de la vingtaine, c'est un moment où je me suis dit, si je prends pas le risque maintenant de m'assumer à 100% à travers mon travail et mes prix, je le ferai jamais. Donc j'ai commencé 2025 en me disant let's go. À partir de maintenant, on teste, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas, mais vaut mieux l'essayer plutôt que continuer dans ce que je faisais avant et juste pas avoir la réponse. Et t'avais déjà été diplômé quelques années avant, une année ou deux avant, ou pas vraiment? J'ai eu mon diplôme de HEC en spécialisation marketing entrepreneuriat en 2023. Ok, et du coup, est-ce que directement à la fin des études, tu as déjà eu un peu ce premier déclic de, comme tu disais, je veux pas utiliser mon diplôme, donc je vais déjà me mettre à fond dans la photo et la vidéo, et en même temps, tu étais en train d'expliquer que le déclic, il est plutôt arrivé en 2025, donc qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Est-ce que ça a été deux moments de déclic ou pas vraiment? Deux déclics, je te dirais, le début c'était plus une phase de un peu de découverte et d'admiration envers ce milieu parce que je suis arrivé et j'étais en mode waouh, en fait, je peux subvenir à mes besoins en faisant quelque chose que j'aime parce que de base, c'était ma passion. Mais quand ta passion devient un 60 heures, 70 heures, 80 heures semaine, tu poses des questions et tu dis est-ce que je ferais pas mieux d'avoir un 9 to 5 du lundi au vendredi comme mes copains, faire le même salaire au final parce que mes prix n'étaient pas encore assumés et avoir mes week-ends. Et à ce moment-là, j'ai peut-être cette question-là, c'est quoi le tout premier projet du coup que tu as réussi à décrocher? Tu te rappelles? Je suis sorti, ouais, je me suis donc en tant que diplômé, parce que j'avais eu des projets à l'école, comme pendant que j'étais encore étudiant, des petits projets. Le premier gros projet que j'ai eu en sortant, c'était Oshéaga, c'est un festival ici. Ils faisaient une soirée d'ouverture en fait pour annoncer le festival. Donc c'était Oshéaga en collaboration avec Air Commune. Et c'était un peu de l'afrobeat, etc. J'ai eu l'opportunité de faire leur after movie. Ok, C'était cool. vraiment C'était cool. intéressant. Et du coup, j'ai bah moi une petite question aussi sur le matériel parce que bah j'ai fait aussi de la photo et de la vidéo dans le passé et principalement pour ma marque de vêtements que je gère toujours aujourd'hui à distance un petit peu. C'était quoi ton premier boîtier? Le premier boîtier avec lequel tu as pris des photos? Ça date d'il y a combien de temps? Avec lequel j'ai pris des photos sans rentabiliser, hein. Sans rentabiliser et puis après bah tu me diras ce que tu utilises Ouais. aujourd'hui mais pour voir Moi, un petit peu le step. Moi, je suis tombé amoureux de la photo et la vidéo avec un iTouch 4. Ok, d'accord. Avec un Et iTouch ça, 4 et une GoPro 3 Black. c'était un petit peu quelle période pour qu'on se situe? 2013-2014. Ok, Ouais. ok. En fait, Et j'ai grandi à aujourd'hui, t'es Tahiti. plus... Non, je Ah disais, oui, j'ai pardon. grandi à Tahiti et en fait, nous, on était très influencés par des créateurs de contenu de Hawaï. Je sais pas si vous connaissez Jay Alvarez. Donc, Jay Non. Alvarez, c'est un peu. C'est le gars en fait. Aujourd'hui, on n'en parle plus, mais c'est le gars qui a rendu Instagram et YouTube ce que c'est aujourd'hui. Et il faisait des vidéos avec une GoPro très tropicale, c'est un peu music house. Il avait sa copine, il faisait du surf au turquoise, etc. Et bien, moi, ayant Mhm. grandi à Tahiti, c'était mon influence principale. Donc, j'ai chopé une GoPro et mon high-tech que j'avais. Et avec les copains, à l'époque, on avait nos vélos ou nos scooters. Et puis, on allait à la plage, on filmait les vagues, on faisait nos trucs, on postait ça sur les réseaux. La Donc, c'est folie. un délire entre potes, en fait, vous étiez plusieurs à faire ça. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, ton cercle de potes, il est aussi enfin, ils sont aussi dans la même industrie que toi ou les autres, c'est resté une passion? Les gens avec qui j'ai commencé quand j'étais jeune, ils sont pas poursuivis, mais du coup, au, tu sais, au fur et à mesure du temps, j'ai développé un réseau qui était plus international et qui a plus poussé en tant que dans une carrière dans ça. Mhm. Ok, ok. Moi, j'avais du coup une autre question bah, du coup, sur le matériel par rapport à ce que tu utilises aujourd'hui. Il y a toujours ce combat un petit peu entre Sony, Canon, Nikon, Lumix. T'as choisi quel team, toi, Moi, je suis chez Sony. chez Sony? Toi, t'es chez Top. quoi? Moi, chez Sony aussi, j'adore ce qu'ils font. J'adore ce Ouais, qu'ils font. c'est propre. C'est bien pour l'interface, c'est cool parce que il y a tellement de gens qui travaillent sur ça que quand je travaille sur des projets, on peut se changer les fichiers plus facilement. Oui, et puis aussi utiliser les caméras des autres sans être complètement perdu, etc. C'est Exact, Et exact. que je plutôt comprenne, pas parce que mal. moi je suis pas dans ce domaine, est-ce que c'est vraiment l'équivalent de me dire, ok, j'ai un iPhone, je dois prendre un Mac, comme ça je mets AirDrop les trucs en 2-2?
Ouais, plus ou C'est moins. pas loin de ça, ouais. C'est Tu sais, pas c'est loin comme de si ça. tu fais des vacances avec des copains qui ont des Samsung, tu vois, tu peux pas leur envoyer les photos comme ça. Tu sais, t'as toujours Et Je ce suis du gars dans la d'accord. bande, il a un Nokia, tu sais pas pourquoi. Et du coup, est-ce que la plupart du monde est sur Sony ou est-ce que ça dépend aussi, tu sais, des marchés? Par exemple, je sais que Samsung en Asie, tu vois, pour reprendre cette comparaison, est super utilisé. En Europe, on va avoir quand même un peu plus d'iPhone. Est-ce qu'il y a un peu ces mêmes tendances ou est-ce que c'est plutôt pas par région mais par type de contenu que tu veux faire ou par niveau de professionnalisme? Ouh, ça c'est une bonne question. Juste pour répondre à la question, moi, mon petit cercle, on est tous sur Sony. Ok. C'est juste une facilité d'utilisation et pour, comme on a dit, se partager les fichiers, etc. Je connais quelques personnes sur Canon, c'est très bon aussi, hein, mais c'est juste à la fin de la journée, c'est une question de prendre ta décision et devenir bon avec le matériel que tu as, tu vois. Parce que toutes les marques sont bonnes aujourd'hui. Ok. Ok, du coup, j'avais une autre question à propos de ça, mais est-ce que tu dirais que du coup le matériel fait aussi le photographe ou le vidéaste, ou tu pourrais réussir avec par exemple une caméra entrée de gamme de chez Sony ou de chez n'importe quelle autre marque? Euh, non, je pense que la vision et la passion que tu mets dans ton travail va exceller le matériel, bien sûr. Mais tu as des Mhm. niches comme l'immobilier, par exemple, tu pourras jamais aller travailler dans l'immobilier si tu n'as pas un certain calibre de matériel. D'accord. Voilà. Nathan, je sais pas si tu avais une autre question axée sur le matériel. Euh, J'en avais une dernière qui était du coup sur les drones, parce que ça c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. Et puis il y a pas mal de compagnies, je pense à DJI, qui font aujourd'hui des drones de plus en plus petits pour les créateurs de contenu, pour que ça soit le plus simple possible. Moi je voulais avoir un peu ton avis dessus, parce que à mon époque des drones, les premiers ils étaient énormes, c'était vraiment axé super professionnel, fallait quasiment une valise pour le transporter. Euh, Qu'est-ce que tu penses un petit peu de l'évolution, tout ça? Et puis aussi avec tous ces accessoires en fait qui sont que pour les créateurs de contenu. Je pense aussi aux lunettes Meta. Je sais pas si tu connais les lunettes Meta avec les caméras. Euh, Enfin, ça doit sûrement soit te rendre fou parce que bah pour toi c'est vraiment le boîtier et rien d'autre. Et du coup, je voulais vraiment avoir ton avis dessus. Hmm. Moi, je suis vraiment pas dans la course au matériel, hein. J'ai mon matériel, je sais ce que j'ai besoin pour faire du bon taf et je m'y tiens. Mon drone, c'est un drone qui est sorti donc en 2025, qui est sorti en début 2024. Et ça fait le taf. Mais c'est vrai que voilà, si tu investis dans du matériel, ça peut toujours être bon pour toi, mais la course au matériel, ça t'apporte pas nécessairement plus. Tu peux exceller avec, Mhm. du matériel plus ancien, tu vois. Mais pour répondre à la question, sinon moi enfin, pour développer sur la question, j'ai un Mavic Mini 4 Pro. Donc j'ai choisi le Mini parce que c'est vraiment petit et vu que je fais beaucoup de contrats qui me font voyager, avoir un sac qui est très très lourd, ça pèse. Genre, au bout d'un certain nombre de voyages, c'est chiant, tu vois. Mhm. Ok. Et les Donc, lunettes Meta, t'en penses quoi? euh, c'est un peu intrusif, hein, perso. Moi, j'en ai pas. Et sinon, si j'en achetais, ça serait dans le but de faire des. Oh, ils sont sérieux. Oh. Vous m'entendez? Ah, j'allais dire coupure de courant, c'est la météo ça. T'as sauté aussi? Non, moi j'ai pas sauté, mais je te jure que pendant que tu parlais là du méta, j'étais en train de Ouais. regarder légèrement sur ma gauche et je voyais vraiment les arbres à l'horizontale et j'étais en train de me Ouais. dire ça va pas tenir, ça va pas tenir. Bon, on a eu un éclair de malade et ça a coupé. Voilà. Est-ce qu'on est toujours Ah en train ouais. d'enregistrer le truc ou on a fait une pause là? Ouais, ouais, bien sûr, on est toujours en train d'enregistrer. Tu peux, bah, si tu veux reprendre là où tu en étais, Ok, tu, mais tu peux ouais, du coup, totalement. juste désolé pour la petite absence, coupure de courant. Mais non, je disais, je pense que je me suis arrêté sur le fait que le matériel, pour revenir sur ce qu'on disait un peu avant, le matériel fait pas nécessairement l'artiste ou le talent. Et moi, j'ai du matériel de haute qualité, j'ai investi énormément d'argent dedans, mais des fois, je suis sur des tournages avec des personnes que je respecte énormément qui shootent avec du matériel que je m'imaginerais même pas utiliser aujourd'hui parce que ça serait retourné dans le passé. Ok, ok, je Donc vois. voilà. Mais du coup, quelqu'un qui démarre, tu lui dirais démarre avec le matos que tu as, trouve d'abord ton premier client, fais un peu d'argent, ensuite investis Mhm. genre vas-y petit à petit. Ou est-ce que c'est le Ouais. truc classique? J'ai l'impression qu'en tant que passionné, tu as limite l'impression que le premier truc que tu dois faire, c'est mettre 20K dans tout ton matos ou je sais pas quelle somme, tu vois. « » Ouais. Bah, moi, je suis ce type de personne en fait. Je suis le genre de personne qui,
je dois avoir coché toutes les cases. Bah, avant, je l'étais. Là, j'apprends à ne plus l'être. Mais je dois avoir coché toutes les cases avant de pouvoir me lancer dans le bain. C'est-à-dire, faut que j'ai le plan de A à Z. Faut que j'ai le matériel le plus top. Faut que, tu vois, je sache exactement quoi faire. Mais aujourd'hui, on vit dans une époque où tu as un iPhone 13 et plus. Tu peux, tu peux faire littéralement, je veux dire, je vais pas marcher mes mots, mais tu peux faire du 20-30K par mois en production vidéo. Mhm. Ouais. Ouais, je vois clairement, c'est un peu ce syndrome-là où tu te dis, je dois arriver à un point où j'ai plus aucune excuse, carrément, j'ai même plus d'idée Ouais, d'une excuse potentielle avant de pouvoir me lancer. Je pense que c'est un syndrome qui est méga, on va dire, j'ai même pas mes mots là, mais c'est répandu de ouf, bien quoi. sûr. C'est répandu, bien sûr, surtout, je pense, dans cette génération où ça fait peur de prendre le prochain pas, tu vois. On a peur de prendre le prochain pas. Il faut s'assurer que tout soit. Qu'on puisse pas faire le prochain pas, tu vois. Et c'est pour ça, bah, il y a des gens qui le font alors qu'ils n'ont pas le matériel et ils cassent tout. Mais ça me fait penser à quelque chose d'autre. Est-ce que tu penses que c'est d'autant plus le cas dans un métier où tu es entrepreneur créatif sur quelque chose qui était à la base ta passion et du coup que tu n'oses pas avoir un échec dans le sens où tu n'oses pas finalement avoir un contenu ou publier un contenu qui n'est pas à la hauteur de ce que tu voudrais parce que tu as les attentes du client mais tu as tes propres attentes du fait que c'est ta passion et que c'est ton image et que tu veux du bel art en quelque sorte. Est-ce que ça peut rajouter un frein encore supplémentaire? Ouais, bien sûr, totalement. Quand tu. Personnellement, de travailler dans un domaine que de base était ma passion, et si on regarde un peu, si on retrace mes posts avant sur Instagram, j'avais des photos sur lesquelles je passais 2-3 heures à éditer, tu vois. Pour moi, c'était des œuvres d'art pratiquement pour moi de poster quelque chose. C'était mon cœur et mes sentiments dans des images. Donc, quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine, je pensais qu'il fallait que j'applique ça à ce que je rendais à mes clients. Et ça m'a beaucoup retenu en arrière, ça m'a donné beaucoup de retard. Et là, ben justement, fin 2024, début 2025, j'ai commencé à plus traiter la création de contenu comme un travail. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, il faut le faire, il faut le rendre. Si c'est pas parfait, il y aura des révisions, mais il faut sortir la version, tu vois. Il faut sortir le travail. Toi, Nathan, t'avais Mhm. un peu la même chose ou pas? Genre quand tu faisais du contenu par exemple pour Maladroit ou comme ça, la marque de vêtements, est-ce que si t'étais aussi super perfectionniste sur tes images Claire, que tu publiais? c'est clair, c'est clair. Et j'ai fait, je pense, une des erreurs aussi vis-à-vis du matériel en me disant, bah voilà, il faut que j'investisse au mieux dans le flash, la caméra, faut que je prenne les meilleures cartes SD, les plus rapides, etc. Hmm. Or qu'au final, à la fin de la journée, j'avais peut-être 3 photos à télécharger et pas 3000. Du coup, il y avait toutes ces Ouais, petites erreurs. Et puis, effectivement, avec les clients, c'était toujours ce stress que ça soit parfait dès le premier rendu. Et puis j'avais pas ce système de révision mis en place parce que bah je connaissais pas trop le milieu et j'étais pas là-dedans à fond. Et comme tu disais, mieux vaut sortir une version à 80% de ce que tu peux faire, mais dans les délais et le client est à moitié bien content sûr, et puis après tu lui fais une révision que de sortir le truc parfait mais 2 semaines en retard euh, parce que tu as été trop perfectionniste avec toi-même. bien sûr. Et Donc souvent, ce qui se passe, c'est que les gens vont pas voir les choses que tu vois. c'est clair. Tu vois? Peut-être qu'ils vont voir autre chose, peut-être que eux, leur vision est différente et qu'ils vont aller chercher un autre détail, mais les problèmes que toi tu vois dans tes créations, souvent les gens vont pas l'avoir. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que ça c'est tu vois bah, la photographie c'est un business de service et c'est quelque chose dans un produit qu'on retrouve rarement quand on vend un produit quand on le market bah on sait ce qu'on a à la fin de la journée c'est le produit c'est le même pour tout le monde et l'utilisation qu'on en a bah elle est souvent similaire mais le service il est bien différent et tout le monde le voit d'une manière un peu différente que ça soit pour des shorts YouTube pour des photos pour un magasin ou quoi que ce soit je pense que toi tu dois le savoir mais enfin, ça n'a rien à voir aujourd'hui. Je me dis, Ouais. vous parliez genre aussi des révisions, Totalement etc. d'accord. Je me disais aussi, vous parlez des révisions, etc. Je suis sûr que c'est un sujet aussi intéressant parce qu'il doit y avoir un certain piège quand tu es freelance comme ça avec 100 000 révisions derrière, etc. Mais avant peut-être de passer à cette partie-là, moi j'aurais bien aimé qu'on retrace un petit peu quand tu es parti de Tahiti, genre comment tu te sentais? Est-ce que tu étais content de quitter cet endroit ou pas? Et puis quel a été un peu les chocs ou les différences quand tu es arrivé à Montréal? Comment tu l'as vécu? Euh, Moi, je voulais pas partir de Tahiti, hein. Je suis parti de Tahiti parce que l'université de Polynésie française, je pense qu'au moment où je suis parti, était la dernière des universités de France. Donc, je suis parti pour poursuivre les études. Je savais pas que je pouvais gagner ma vie avec la photo vidéo à ce moment-là, donc j'ai fait HEC parce que c'était un peu
les études qui ouvraient le plus de portes à ce moment-là, avec le bac que j'avais eu. Donc je suis venu ici et je me souviens, je suis arrivé ici fin août. Début septembre, j'étais déjà au téléphone avec ma mère en pleurant, en train de dire il faut que je rentre, tu vois. Donc ça a été très très lent. Mais en regardant en arrière, ça m'a forgé. Et c'est quelque chose que je retirerai jamais. Si on me disait, si c'était à refaire, est-ce que tu partirais pas de Tahiti? Je dirais, je partirais et je partirais la tête haute cette fois-ci. Parce que c'est tellement une petite île que faut quitter cet environnement-là pour pouvoir se trouver, pour pouvoir voir plus loin, plus grand, tu vois. Moi, mes amis de Tahiti, ils sont très heureux, mais ils sont encore à Tahiti. Et bon, je leur souhaite tout le bonheur du monde, mais c'est pas des carrières que j'aurais voulu suivre avec l'expérience que j'ai eue maintenant du voyage. Et ça a seulement été, j'ai seulement été capable de le faire parce que j'ai quitté Tahiti, je suis venu à Montréal, j'ai rencontré les gens que j'ai rencontrés, j'ai fait mes expériences dans le domaine de la photo vidéo et autres, hein. D'ailleurs, j'ai fait des stages en marketing qui m'ont ouvert d'autres portes, hein. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je sais qu'avec Nathan, on a un peu forcément différemment, mais on a aussi un peu cette expérience on vient de Genève, c'est une petite ville, c'est le Mhm. centre-ville de Genève, c'est 200 000 habitants, avec toute la grande ville, c'est 400 000, donc je crois que c'est 200 000, c'est à peu près le même nombre de personnes qu'il y a à Tahiti, pour donner une échelle de grandeur. Donc forcément, on est quand même dans un milieu qui est beaucoup plus urbain, on a plein de villes autour, on est à quelques heures seulement de Paris, de Milan, etc. Mais il y a quand même ce truc-là de si tu restes à Genève, tu restes avec une mentalité en quelque sorte petite, suisse, de gens qui ont déjà bien réussi, qui sont plus âgés, tu vois, c'est une population qui est assez vieille aussi, etc. Et si Mhm. tu pars, en tout cas moi je connais beaucoup de gens, rien que dans la musique, etc., à Genève, qui vont tout de suite se dire, ok, il faut que j'aille à Paris, c'est le seul moyen pour que je puisse percer dans mon domaine, c'est le seul moyen pour que je puisse avoir les bonnes rencontres, me faire repérer par les bons labels. Et même si toi, tu n'avais peut-être pas un objectif aussi clair, je pense que pour tout le monde qui est dans un environnement qui est petit, ça peut être super bénéfique d'aller se mettre dans un environnement où on est peut-être un peu perdu parce que ça devient immense, mais finalement, c'est très bénéfique, quoi. Bien sûr. Puis non seulement au niveau du réseau, mais au niveau du challenge, tu vois, du challenge personnel. Je veux dire, partir de Tahiti, de chez moi et de toutes les choses que j'aime, c'était la chose la plus dure que j'ai fait de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et c'est bénéfique au final, tu vois. Ça forge le caractère, ça forge l'ambition, la discipline aussi. Parce que du coup, il faut travailler pour pouvoir rentrer. Et c'est loin, c'est cher. Donc, ouais, c'était une bonne chose au final. Puis pour vous aussi, j'imagine, hein, je veux dire, partir, je sais pas toi, Nathan, Kuala Lumpur maintenant, je pense que ça, Exactement, ça t'ouvre. exactement. C'était, bah, honnêtement, c'était pas facile, mais c'était un choix que j'avais quand même pris depuis un moment. Et puis, justement, pour éviter aussi de rester dans ce cluster à Genève, pour m'ouvrir un peu plus au monde, etc. Et ça m'a appris énormément de choses, que ce soit sur les relations humaines et sur bah, les différentes cultures, et puis aussi bah, le fait que bah, le monde ne tourne pas juste autour bah, de la Suisse et de notre petite ville, qu'il y a vraiment autre chose qui se passe et que bah, le monde bouge vraiment beaucoup plus vite dans les villes comme Kuala Lumpur. C'est vraiment des tailles de villes similaires à Montréal, je pense, au À niveau mon nombre avis, c'est d'habitants. C'est en beaucoup plus grand, plusieurs à mon millions, avis. quoi. Ouais, même plus grand, ouais. Ouais, Je je pense que pense c'est plus grand. J'ai pas au les niveau statistiques grandeur. pour L'Asie, Kuala Lumpur, mais je sais que Montréal, c'est moins de 3 millions d'habitants qui sont sur l'île Ah de ouais, non, Montréal. là, on est à plus. On est à plus, À ça, mon c'est avis, sûr. t'as une dizaine de millions de personnes sur Kuala Lumpur en tout cas. En tout cas, je sais que les villes asiatiques, on se rend pas compte des fois de la dimension. Je sais mais par exemple, Jakarta, c'est quelque chose comme 22 millions de personnes. Ouais. Tokyo, c'est énorme comme ville, etc. On se rend juste pas compte des différences, mais c'est abusé. On voit rien derrière toi sur l'écran, on voit un petit peu la ville, les immeubles à perte de vue. Alors, on a un centre-ville avec des tours à Montréal, mais là, ça se voit déjà que ça a l'air pas mal plus long chez toi. Or que ça, c'est même pas le centre-ville, ça, c'est rien qu'une petite ville en périphérie parce que j'habite pas dans le centre. Mais c'est clair que c'est très, très dense comme ville. on dirait que t'as un background, ça, on dirait que t'as choisi le background et t'as mis Big City. Ah, Juste pour référence, t'as quel étage là? là, on est 11e. 11e étage. 11e étage, mais vu que c'est des doubles étages à chaque fois, ça fait du coup 22e. Cool, Ah, cool. parce que C'est t'as pas mal. du coup l'appartement sur 2 étages? Ouais, exact, exact. Ça, C'est je fais peut-être un énorme saut, mais c'est peut-être aussi des gros avantages d'aller en Asie, quoi. On en parlait avec Yoni, c'est genre le fait, par exemple, si tu vas à Dubaï ou tu vas en Thaïlande ou peu importe, avec une somme équivalente, avec un niveau de vie, t'as un niveau de vie qui est tellement plus énorme, on va dire. Ici, là, t'es dans un duplex, c'est c'est dingue. clair.
c'est clair. Disons que pour un appartement étudiant, parce que j'étudie encore ici, c'est plutôt pas mal. Tu devrais rester? Je pense pas. Après, bah, là maintenant, ça fait plus de 7 mois que je suis ici. Il y a beaucoup de choses que j'adore, beaucoup de choses quand même que je retrouve pas et qu'on a chez nous en Europe, en Suisse et dans les pays, on va dire, plus développés, malgré le fait que la Malaisie soit un pays très développé. Euh, je pense pas que je me verrai rester ici à long terme. Mais pourquoi pas pour d'autres opportunités de travail? Avec plaisir, je reviendrai. Parce que toi, Kyoni, c'est des régions qui t'attirent, je sais, par la Malaisie, l'Indonésie, etc. Mhm. C'est quoi les raisons? Genre, est-ce que c'est juste parce que c'est plus proche de chez toi, à Tahiti, et en même temps, est-ce que tu me disais qu'il y avait peut-être aussi plus de clients là-bas dans les domaines qui t'intéressent? Je te dirais c'est plus en termes d'opportunités, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent en Asie. Il y a quand même une transition en ce moment où l'Amérique du Nord perd un peu sa puissance et tout va plus se placer dans ces pays-là, Moyen-Orient, Asie. Et j'ai mes deux meilleurs amis, parenthèse à part, hein, mes deux meilleurs amis sont à Bali en ce moment. Et je vois ce qui se passe là-bas à travers leurs yeux et ça donne envie, tu vois. Ça donne envie. Toutes les marques commencent à se décentraliser plus là-bas pour tout ce qui est shoot, etc. Parce que ils ont accès à pour beaucoup moins cher, des structures, des destinations qui sont magnifiques. Et dans mon domaine, c'est pas mal. Ouais, mais c'est ça que j'allais demander. Est-ce que c'est que les talents sont partis là-bas, donc les marques vont là-bas, ou est-ce qu'il y avait déjà là-bas, tu parles notamment du paysage, j'ai eu la chance d'aller en Indonésie, c'est vraiment magnifique. Est-ce que c'est plutôt le paysage qui a fait que naturellement les marques ont envie de shooter là-bas et donc les talents viennent chercher les marques? Un mix des deux, hein. Je te dirais un mix des deux. Parce que, du coup, on revient au tout début du podcast, mais quand on commence dans ce domaine, au début, on fait pas beaucoup d'argent. Et du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de créateurs qui vont là-bas pour se lancer. Mais une fois là-bas, tu crées du contenu de malade. Donc c'est très rapide avant que les marques te remarquent et elles veulent travailler avec toi. Et comment dire, placé en Indonésie ou en Asie, peu importe, Thaïlande, Bangkok, ben ça fait que tu ramènes les contrats là-bas. Donc automatiquement, il y a cette migration, hein, des contrats et des talents vers l'Asie, je trouve. Mhm. Et c'est quoi qui t'attire là-bas autre que les opportunités, dans le sens où est-ce que tu te verrais aller là-bas, prendre les opportunités qu'il faut, faire du cash et oh, le retour de la lumière. Pour reprendre la question, tu vois, est-ce que tu te verrais, ok, aller là-bas, prendre les opportunités qu'il faut, faire ton cash, mais pas forcément passer ta vie là-bas, ou est-ce que tu vois aussi à long terme, dans le sens c'est des endroits où il y a tout ce qu'il te faut, en fait, ça coche tes cases pour y habiter. Ça coche les cases pour y habiter, je te dis rien. Parce que c'est vrai que j'en parlais ce matin avec une amie, mais je, pour moi, être riche, ça serait avoir une maison en bord de mer, tu vois. Et je pense que c'est une des zones dans le monde où on peut encore se permettre ça. Chez moi, à Tahiti, par exemple, c'est très 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 cher de pouvoir habiter en bord de mer. Donc, je me vois habiter là-bas. La culture est belle, c'est safe, les gens sont adorables et la nature est vraiment préservée. Donc, pourquoi pas, hein. Toi, Nathan, t'étais allé aussi, je crois, à Bali, hein? J'y suis allé plusieurs fois et c'est vrai, je te rejoins totalement là-dessus, Kioni, c'est que vraiment le mood, l'ambiance, les gens, que ce soit les locaux et même les internationaux, ça n'a rien à voir avec un autre pays. Il y a quand même ce mood à Bali qui est très particulier et que personnellement j'adore. Bon, toi tu fais du surf, je pense bien mieux que moi, mais ça aussi, ça change énormément et ça donne vraiment envie hein, Bah oui. avec la routine du surf, du travail la détente et Ouais, puis bah, l'environnement et le climat qui est quand même bien sûr. vraiment sympa. Puis tu sais, je veux dire, ça c'est un autre débat, mais en tant qu'humain, je pense qu'on est censé être proche de la nature. Tu vois, je pense que on devrait, après une grosse journée de travail, pouvoir se poser, regarder un sunset et apprécier une vue comme ça, quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les villes, tu vois. Ici, on voit jamais plus loin que le prochain bâtiment et c'est pas naturel en tant qu'humain. Je pense que sur le long terme, c'est ça qui fait développer des troubles, l'anxiété, la dépression, etc. Donc si j'ai le luxe de pouvoir me migrer vers là-bas en travaillant dans le domaine que j'aime, je vais le prendre avec les deux mains, tu vois. Mais puisque c'est la tendance, est-ce que c'est pas finalement qu'on a construit ces villes-là, là où il y a du monde, et qu'il faut loger ce monde-là, quoi, la ville devient plus dense, etc. Et que avec au fur et à mesure des années, un flux de migration vers
ou d'expatriation, on va dire, vers l'Asie, ça va petit à petit aussi peut-être se dénaturer. Alors on pourra jamais enlever la magnifique mer et puis il y a vraiment des belles régions en Indonésie. Mais est-ce que tu vois, moi je suis jamais allé à Bali, moi je suis allé dans le reste de l'Indonésie. Et du coup peut-être Nathan, toi tu as un comparatif. Mais en tout cas j'ai quand même cette image-là de Bali qui a tellement attiré, déjà maintenant, alors je pense qu'on est au début d'une trend, mais qui a tellement attiré toutes sortes d'infopreneurs et d'entrepreneurs que les prix ont déjà monté, que le niveau de vie est déjà devenu très européen dans la culture aussi, etc. Totalement, je pense que bah, ça va changer, c'est sûr, ça va changer. Bali, par exemple, entre l'année dernière et cet été, les prix des logements, les prix du coût de la vie a augmenté. Mais je pense que je serai plus de ce monde le jour où ça vaudra plus le coup d'aller là-bas, tu vois. On a le temps, à mon avis. 100%. Et tu m'as parlé d'une théorie que j'ai trouvée assez sympa, c'était celle de se dire que là tu vas aller à Bali rester quelques semaines prochainement, et tu me disais, ok, plutôt que d'aller faire le touriste à aller voir les volcans ou aller faire la fête, je vais essayer de me mettre dans mon lifestyle dont j'ai déjà la vision pour les prochains mois ou prochaines années. Comme ça, j'ai quelque chose de précis sur lequel je vais aim, quoi. Bien sûr, bah c'est ça, on en discutait hier, j'ai l'opportunité de... Bah là, déjà, je vais à Bali pour un contrat en mai, une vidéo commerciale pour une marque de maillot, donc c'est très cool, c'est une belle opportunité. Et après ça, je me suis pris 2 semaines de vacances sur place, et j'hésitais entre juste visiter, faire des spots nature, prendre ces 2 semaines-là pour explorer, faire du contenu personnel, tout ça, ou me baser sur Canggu ou Uluwatu, qui sont les deux plus grosses villes, entre guillemets, sur Bali, pour avoir un goût de qu'est-ce que c'est de vivre là-bas, tu vois. Avoir un goût de qu'est-ce que c'est de faire ses courses, cuisiner, aller à la salle, avoir son spot de coworking, avoir son réseau. Et je pense que c'est ce que je vais faire plutôt parce que je regretterais beaucoup de revenir à Montréal et de ne pas savoir exactement comment, de ne pas pouvoir me projeter exactement ça serait quoi la vie là-bas quand j'y retournerai plus long terme. Donc c'est ça, ça me donne un avant-goût, 2 semaines à goûter le lifestyle sur place. Je pense que ça sera cool, mais au moins j'aurai mes réponses. Moi je trouve le concept génial, je sais pas ce que t'en penses, Nathan. Ouais, c'est vraiment pas mal. Et puis, ben, au moins, tu prends l'opportunité, on va dire, professionnelle pour aussi voir ta vie personnelle après, ce qui Mhm. est très intelligent de ta part parce que, bah, tu vois, il y a plein de gens que je connais qui veulent s'expatrier au Japon parce qu'ils ont entendu que le Japon c'était génial ou parce qu'ils sont allés en vacances avec leurs parents là-bas. Mais le fait d'y vivre, ça n'a rien à voir. Tu vois, je Mhm. pense que tu peux confirmer aux États-Unis en ayant quitté ton chez-toi pour t'installer ailleurs, aux États-Unis, pardon, à Montréal. Et ici, moi, à Kuala Lumpur, plein de gens viennent ici en vacances, mais le fait d'y vivre, c'est deux mondes différents. Et Bien je peux sûr. confirmer avec Bali, ça n'a rien à voir d'y vivre que d'aller en vacances. Exact. Donc, Tu sais, je veux dire, l'été dernier, j'y étais et c'était que des vacances. Et c'était mhm, incroyable, tu vois, incroyable. Mais des vacances, c'est de la dépense et du enjoy, tu vois. Y vivre, c'est mhm. vraiment chercher à se construire, chercher à trouver des contrats, chercher à développer une routine qui est productive sur place. Ça n'a rien à voir. Donc, ouais, j'ai hâte de goûter à ça. Et en regardant ton Instagram, j'ai vu que tu avais quand même beaucoup voyagé, mais j'ai pas vu l'Europe. Est-ce que tu es allé déjà en Europe ou pas? J'ai mis un pied en Europe pour une escale à Paris quand j'avais 6 ans. Mais c'est la seule fois. Ok, ok, Ouais. Je rêve intéressant hein, d'aller parce en que du Europe. coup, ce serait intéressant peut-être pour toi de venir là-bas pour bah aussi de la vidéo, etc. Et puis même aussi pour y habiter, pour avoir un autre aspect entre bah, le côté très américain du Canada et des États-Unis, et puis de l'Asie. Je pense que pour avoir une Ouais. autre vision. Qu'est-ce que tu en L'Europe, ça a penses? son charme, hein. L'Europe, ça a vraiment son charme. Moi, je vois par exemple des amis qui habitent à Barcelone ou qui habitent en Italie. Et à travers leur Instagram, c'est des amis d'enfance par exemple qui ont fait leurs études là-bas. Et je vois, et je me dis, waouh, j'aimerais vraiment goûter à cette vie, tu vois. Mais j'ai jamais eu l'opportunité. Je me suis jamais donné l'opportunité d'aller en Europe. Mais ça va venir, éventuellement. Tout de suite, j'ai Ok, les yeux rivés sur l'Asie pour les opportunités et ce coût de la vie moins cher qui me permettra d'avoir d'autres opportunités d'investissement avec mon argent. Mais l'Europe, ça serait le next, hein. Sans doute en commençant par Barcelone, à mon avis. Ça a l'air d'être une ville très créative, qui bouge beaucoup, avec beaucoup de jeunes, donc pourquoi pas. ok. Moi je sais pas, personnellement, bah, forcément il y a ses points forts aussi en Europe, hein, mais je trouve que le move de se dire il faut aller en Asie, il est logique et c'est pour ça qu'on voit que
Notamment, j'ai vu qu'il y avait quelque chose comme 3 millions de Français, par exemple, qui s'expatriaient, enfin qui étaient expatriés, et les flux sont principalement voilà, Dubaï, Thaïlande, Indonésie, etc. C'est aussi pour certaines raisons, c'est que la trend, alors c'est magnifique l'Europe, mais la trend en Europe, elle est plutôt, on va dire, en baisse. Déjà, c'est tout con, mais des choses comme euh, le taux de naissance, le taux de fertilité, il est plutôt faible, dans le sens où il y a moins en moins de... La population elle est vieillissante, ce qui tout d'un coup casse déjà une économie. Les pays vont pas forcément trop bien du point de vue politique. Après, je ne les connais pas forcément très bien, mais je sais qu'ils sont pas forcément aussi ouverts à l'international qu'essayent d'autres pays. Donc, ouais, alors qu'à l'inverse, je vois l'Asie qui a vraiment cette tendance-là à s'ouvrir. Après, ça dépend des pays, mais notamment l'Indonésie à pas mal s'ouvrir, avoir un maximum de communautés étrangères qui viennent chez eux, etc. Donc, je pense que ouais, le move, je le comprends en tout cas. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la vie en Europe? Vas-y, Nathan. Alors, déjà, pour prendre notre exemple à nous avec Mathis, étant donné qu'on est en Suisse et qu'on fait pas partie de l'Union européenne, je trouve ça très bien parce que bah, c'est bien différent. Je sais pas si tu sais exactement comment ça fonctionne, mais au niveau des lois, au niveau de la simplicité quand les choses ne vont pas, on est quand même dans un pays très simple, très réactif et on a vraiment de la chance, je trouve, en Suisse. Donc moi, personnellement, j'aime beaucoup parce que tous les systèmes sont très imbriqués et fonctionnent plutôt bien. Après, c'est clair qu'au niveau des opportunités, bah, que ce soit pour le travail ou autre, je rejoins totalement Mathis et toi sur l'Asie. Mais personnellement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la Suisse. Après, l'Europe de manière générale, je suis pas le plus grand fan, pour être honnête. Après, je dis pas qu'il n'y a pas d'opportunités en Europe. Je pense qu'il y en a. Il y a des villes, ben, on peut noter Paris ou Londres. Je veux dire, ça regorge d'opportunités. Ça, c'est certain. Après, c'est juste que personnellement, là où je rejoins Nathan, c'est que j'ai l'impression que la Suisse, c'est vraiment un cas à part au milieu de cette Europe où moi, je me vois de moins en moins attiré par tous les pays qui y a autour. J'aime aussi beaucoup la Hollande. J'aime bien Amsterdam, etc. comme ville. Je trouve ça assez génial. Mais les autres villes d'Europe ne m'attirent pas en fait. Il y a plein de facteurs, mais j'ai l'impression que les pays vont pas forcément trop bien et je vois pas une tendance, je vois pas une envie générale à la fois de la population, à la fois des leaders des pays de se dire ok, on va rendre ça mieux, tu vois. Donc je sais pas, moi je suis pas vraiment dans une dynamique, de plus en plus je me dis l'Europe c'est pas intéressant sauf si tu restes en Suisse. Et par contre la Suisse sur le coup, j'ai quand même pas mal voyagé, alors jamais pour y habiter longtemps à part maintenant ici à Montréal, mais je reconnais que la Suisse, on est quand même dans une position extrêmement privilégiée. C'est un des meilleurs systèmes d'éducation, de santé. Il y a des bonnes assurances. Franchement, c'est vraiment génial à ce niveau-là. Et c'est quelque chose que tu peux peut-être pas retrouver dans beaucoup d'autres pays, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je suis Il y a eu à d'accord. nouveau un petit freeze. Je sais pas. Pour moi, il a pas bougé. Ah ouais. Ça freeze. Ouais. Mais toi, genre vraiment là, tu te verrais genre où aller en Europe? Si tu devais habiter quelque part en Europe qui n'est pas la Suisse. Honnêtement, la Suisse, hein, uniquement. Ah La voilà, on Suisse. a retrouvé Ça a sauté un Camille. peu, ça a sauté un Où? peu. Ouh, il y a des petits flashs là. On voit, là, notre internet et notre électricité, elle tient un petit fil là, il y a des éclairs dehors. Mais oui. Mais de ce que j'ai entendu, je pense que Mathis il va finir à Bali aussi, hein. Mais ouais, je sais pas si c'est à Bali, mais tu vois, en fait, j'ai une relation assez bizarre avec ça parce que vraiment, depuis gamin, moi je suis en mode il faut que je parte de Genève. Euh, parce que l'Europe ne m'attirait déjà pas forcément, mais aussi j'ai cette envie d'aller ailleurs. Moi, la première ville qui vraiment m'a attiré vraiment énormément d'une force trop puissante, c'était Singapour. Pour aucune raison tangible, tu vois, j'étais juste gamin, mon père m'avait ramené un truc de Singapour et j'ai vraiment en tête, ok, Singapour, c'est la ville du futur. Vraiment, c'est là-bas l'avenir, etc. Alors, j'y étais quelques années après. Singapour, c'est super, mais je suis pas sûr que. Je pense que je l'avais mis un peu haut la barre. Mais maintenant, avec les années, de plus en plus, je me rends compte que, bah, en fait, la Suisse, je te dirais pas que c'est incomparable parce que j'ai pas pu voir tous les pays du monde, mais on a vraiment une position où de plus en plus, je me dis, bon, être en Suisse, c'est quand même pas si mal, tu vois. C'est clair. Après, c'est plus lent aussi comme lifestyle, forcément. Peut-être pour revenir, tu avais fait le lien avant avec les réseaux sociaux, Nathan, en disant que tu as beaucoup voyagé, Keoni. Moi, je me dis,
déjà, il y a combien de temps tu as commencé à vraiment te dire, ok, je vais publier du contenu? Est-ce que c'était d'abord dans un objectif de je vais partager ce que je fais par passion? Est-ce que c'était déjà dans un objectif de je veux gagner des contrats? Et tu vois, comment est-ce que tu as fait pour exploser? Parce qu'on peut quand même le dire, 22 000 abonnés, alors une vidéo qui est complètement virale, ça c'est vraiment un qui a abusé, mais ouais. Au début, je postais, comme j'ai dit, je postais mes photos parce que c'était de l'art pour moi, tu vois. C'était vraiment. Bah, il y avait ce côté artistique, il y avait aussi ce côté pour l'ego, tu vois. Bien sûr, on postait des photos pour montrer son lifestyle, pour montrer qu'est-ce qu'on faisait, à quoi on ressemble. Mais c'est ouais, quand j'ai terminé HEC, j'ai réalisé qu'il fallait que je poste, que je traite les réseaux comme un travail plus que comme une vitrine de ma vie. Et petit à petit, c'est ce que je fais, je transitionne vers ça. Euh, mais ouais, je pense que. Et aujourd'hui, tu expliquais que enfin, Instagram t'a déjà rapporté des clients. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la seule source de clients? Est-ce que ça le devient de plus en plus? Et, tu vois, si oui, comment en fait? Je te dirais les 2 dernières années à Montréal, beaucoup plus de bouche à oreille que Instagram. Et là, depuis 2025, parce que j'ai commencé à poster plus régulièrement et j'ai eu cette vidéo justement qui a tout cassé, ça m'a rapporté plus de contrats grâce à Instagram. Ok. Et comment est-ce que tu choisis ce que tu publies? Est-ce que c'est à l'avance, ok, je vais tourner ça, ça et ça? Est-ce que c'est je vlog un peu ma vie et après je fais du montage pour le partager? Est-ce que tu vois à quel point c'est réfléchi, à quel point c'est, ok, je dois poster 3 choses par semaine, on verra ce que je fais. Bah, c'est drôle que tu dis ça parce que hier j'ai ouvert Notion et j'ai commencé à faire un planning de posts pour la première fois de ma vie qui était Hmm. vraiment, c'est plus stratégique, tu vois, t'as des catégories de posts, t'as des posts qui sont plus lifestyle, t'as des posts qui sont cinématiques pour vendre cet aspect justement professionnel, puis t'as des posts qui vont être plus de manière inspirationnelle en montrant encore une fois mon lifestyle, mais en essayant d'encourager les gens à sortir de chez eux et de vivre un peu de cette manière. Donc ça, c'est un peu la projection que j'ai avec ma planification de poste, mais c'est nouveau. J'ai pas encore commencé. Jusqu'à aujourd'hui, ce que je faisais, c'était je voyage, je shoot du contenu qui me fait plaisir, je l'édite, j'essaie de rendre ça beau et je le poste. Et en faisant ça à travers partager ma vie et les choses qui me passionnent de manière professionnelle et cinématique, ça m'a rapporté des clients parce que bah, c'est tombé sur les yeux de marques qui aimaient ma vision, qui aimaient mon travail, qui aimaient comment je mettais. En fait, je pense que le pourquoi j'ai réussi à avoir certains contrats, la majorité de mes contrats, c'est que si on regarde mon contenu, je mets pas en avant l'humain, je mets en avant l'humain dans l'environnement. Et les marques avec qui je travaille, c'est toujours des marques qui veulent mettre en avant justement l'environnement. Des hôtels qui veulent montrer cet aspect-là, ou une marque de maillot qui veut montrer le maillot dans un certain environnement, ou des influenceurs qui veulent que je les shoot dans des cascades, dans des trucs en nature, etc. Tu vois. Ouais, ça transpire tes valeurs que tu nous évoquais avant d'être proche de la nature. Moi, je me pose juste Ouais. cette question. Alors, je vois maintenant, tu t'organises, tu vas avoir ton fameux calendrier éditorial. Ouais. Est-ce que ça risque pas de trop professionnaliser ta page et peut-être perdre ton authenticité, ton feeling, qui, moi, ce que je pense, est vraiment l'avenir de la création de contenu. Ça l'est déjà, tu vois, c'est d'être beaucoup plus authentique, transparent, peut-être un peu moins se prendre la tête. Ouais. Je te dirais, c'est pour ça que j'ai différentes catégories de contenu. Tu vois, il y en a qui seront vraiment pour montrer les genres de services que je vends. Puis il y en a aussi qui sont pour laisser respirer qui je suis derrière la caméra. Et c'est un test, c'est un test, hein. Comme j'ai dit, j'ai pas encore commencé. Ça va être un premier essai. Puis le but dans tout ça, c'est faire et adapter la stratégie. Faire, adapter la stratégie. Comme on disait au tout début, c'est faut prendre les pas, tu vois. Donc c'est un peu ça la vision. On va s'adapter, on va voir ce qui se passe. Là, avec le prochain voyage, je vais essayer de vlogger mon voyage pour avoir plus de inside, de behind the scenes, de comment ça se passe. Et je pense qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée à ça pour les gens qui regardent, non seulement les gens qui aimeraient travailler dans ce domaine, mais les marques aussi, pour voir avec qui elles travaillent, pour voir le côté humain de la personne qui crée. Mhm. Toi, Nathan, Hmm. t'as déjà fait tes vlogs. C'est quoi, je sais pas si tu as des conseils ou des choses que tu as remarquées justement en vloguant ou voilà. Alors, effectivement, j'ai fait quelques vlogs très voyage et divertissement à Bali, au Vietnam, en Chine. Euh, un conseil que je donnerais, ce serait vraiment de planifier. Après, ça prend énormément de temps et puis c'est jamais respecté, pour être très honnête. Je suis très mauvais pour ce genre de choses. Je suis plus fort pour planifier et pour ne pas respecter que pour planifier et un frère, Si tenir à la on va lettre, dire. ouais. Donc, ouais, exact. Mais du coup, il y a quand même ce fil rouge en fait qu'il faudrait avoir au moins un minimum.
sans avoir par exemple plan par plan, mais au moins un fil rouge à suivre. C'est quand même idéal. Après, c'est clair que filmer le plus de moments avec les humains et les interactions, c'est ce que je préférais en tout cas. Et c'est ce qui rend le vlog le plus authentique possible. Donc ça, je te conseillerais de le faire plus que des cinématiques de paysages ou quoi que ce soit. Cool. Où est-ce Après, qu'on il y peut a voir peut-être ton aussi- travail? Pardon? Où est-ce qu'on peut voir ton travail? Sur YouTube. Sur YouTube, j'ai créé une chaîne à mon nom où j'ai publié ça un peu pour le fun avec mes potes. Du coup, J'allais dire, il y a Tu l'as- peut-être justement une différence avec. Pardon, vas-y, Keone. Non, je dis, tu l'as plugué vite fait comme ça, on va aller la regarder. on va Ah mettre ouais, ça. On va mettre ça. on va mettre ça. Non, mais je Ça, c'est disais bon, aussi, ça. il y a une différence assez majeure aussi dans le type de vlog que tu fais, c'est que, sauf erreur de ma part, dans tous tes vlogs, tu es avec des gens, avec des amis, c'est tout le temps des voyages en groupe. Euh, je sais pas exactement comment toi tu le vois, Keoni, mais j'imagine que tu seras. Alors évidemment, il y a des moments où tu seras avec le client, tu seras sur le moment, etc. Mais il y a peut-être aussi toute la partie de ton voyage, de ton trip personnel, et du coup, tu as peut-être plus de moments où tu peux parler aussi avec la caméra, ce qui peut faire ce moment aussi intéressant que Nathan avait lui en parlant avec les gens, quoi. Ouais, je veux ajouter ça, tu vois, cette introspection pendant le moment, comment je me sens, qu'est-ce qui se passe, donner les behind the scenes, c'est quelque chose que je veux. Parce qu'en fait, pour moi, un contenu que tu peux regarder toi dans 20 ans, qui sont des bons souvenirs pour toi, ça sera un contenu qui sera intéressant à regarder aussi pour les gens qui aimeraient être dans ce domaine-là. Donc, la valeur sera dedans aussi, hein. Je pense que. Puis encore une fois, ce que je disais, c'est je vais essayer, voir qu'est-ce qui me plaît à moi, qu'est-ce que je peux maintenir sur le long terme et qui plaît aussi aux gens qui le regardent. Puis à partir de là, on va réajuster et voilà. C'est clair. C'est clair. Vraiment coller ça, tu posteras du coup sur YouTube, hein, j'imagine, en format plutôt long. Ouais. Donc il y a des idées de long format sur YouTube qui sont découpées ensuite pour faire du short form. C'est un peu vers là que la création se dirige maintenant, hein. Les entreprises veulent du long format découpé en short, donc faut le faire pour soi-même pour pouvoir ensuite le faire pour les entreprises. Et ça sera un test, hein. C'est clair. Clairement. Je me dis, justement, dans cette vie un peu freelance, ok, là, ton client du coup à Bali. Sauf erreur, c'est avec un requin-baleine, c'est ça, hein, que tu vas aller filmer? Ouais. Ils m'ont envoyé le premier message qu'ils m'ont dit, c'était on veut mettre un mannequin, enfin une mannequin femme dans nos maillots en scène avec un requin-baleine et on pense que tu es une des seules personnes capable de faire ça. Et je leur ai répondu, j'ai dit, je suis sûrement la seule personne qui va pouvoir vous faire ça aujourd'hui, tu vois. Juste parce que il y a très peu de personnes qui sont capables de shooter professionnellement en apnée et qui sont à l'aise dans ces environnements dans ces environnements-là. J'en connais deux autres qui sont mes amis, tu vois. Mais voilà. Du coup, c'était cool parce que c'est tombé sur moi et c'était exactement dans ma branche, quoi. Fou. Vraiment fou. Ouais. C'est dingue, c'est fou. Tu Incroyable. sais, je me rappelle encore à HEC, le projet final d'entrepreneuriat, fallait présenter un peu son projet de rêve, tu vois. Et mon projet de rêve, moi, c'était. Et c'est quelque chose que j'aurais même pas cru qu'il arriverait parce que c'était tellement loin. Mais c'était faire une campagne publicitaire pour une marque engagée dans la protection des environnements qui met en scène des requins. Et là, on a une marque de maillot avec des tissus recyclés qui veut mettre en scène un mannequin avec un requin-baleine. Donc, tu vois, c'est à quelques millimètres près, c'est exactement ce que je voulais. Et voilà, c'est magique, hein. C'est magique. C'est C'est pour La ça force que. fou. d'avoir la force d'avoir une vision claire, parce que du coup, des fois, ça arrive plus tôt que ce qu'on peut s'imaginer. C'est Exact. dingue. Une vision claire et de rester positif. Je vais te dire, c'est ce qui change tout, hein. Parce que les 2 dernières années, j'y croyais pas. Vraiment. Et 2025 est arrivé, j'ai commencé en 2025 à me dire, cette année, ça va tout changer. Et j'ai rien. J'ai changé mon approche dans le sens où j'ai posté plus. Mais behind the scenes, j'y croyais. Et ça m'est tombé dessus cette année. Donc, il y a sûrement quelque chose comme ça. La loi de l'attraction, sûrement. Mais comment t'as changé de mindset alors? Genre, est-ce que c'est un événement qui s'est passé? Est-ce que c'est parce que tu t'es mis, je sais pas, au sport, tu t'es mis à faire du journaling? Genre, est-ce qu'il y a une habitude, un certain élément en particulier? Moi, je te dis, les gens de qui je m'entoure m'affectent énormément. Et j'ai laissé partir certaines personnes et je me suis rapproché d'autres personnes. Et ça a juste recadré ma vie, en fait. Ça a fait que j'avais plus d'énergie à accorder aux personnes qui m'inspirent et moins d'énergie qui partait dans des personnes qui pouvaient potentiellement me retenir en arrière. Et voilà, ça a ouvert des portes, hein. Peut-être que c'est cette même approche qu'il faut avoir avec les clients aussi, dans le sens où si tu as des bons clients, ils vont continuer à Mhm. t'inspirer et puis ils vont te recommander à des personnes qui sont encore dans ta ligne.
Alors que Ouais, si tu te permets peut-être au début, dans le sens où je t'expliquais avant, bah oui, évidemment, il faut payer son loyer, donc on va peut-être accepter des projets qu'on aime moins, bah, on risque de se désinspirer en quelque sorte et d'être attiré par des projets comme ça, malheureusement, bah, enfin contre nous, quoi. totalement. Puis il faut savoir en fait, là, j'ai eu un manque, c'est savoir pourquoi on fait quelque chose et combien de temps on se donne pour faire cette chose. Parce que j'ai travaillé dans certains domaines, dans la photo vidéo avec des clients ici, plus longtemps que j'aurais dû. C'est-à-dire que mon objectif, c'était d'économiser tant d'argent pour pouvoir faire tel projet. Et arrivé au moment où j'avais tant d'argent pour faire tel projet, ben, je me disais, mais si j'arrête, je les perds. Mais si j'arrête, j'ai Hmm. aussi la porte qui s'ouvre à d'autres choses. Si je vais les chercher, ces choses par contre. Ça vient pas tout seul. Mais bien sûr, tu vois, il faut avoir une mentalité, comment on appelle ça? Une mentalité d'abondance, dans le sens où si si on, si on se ferme une porte, une autre s'ouvre. Bien sûr, en travaillant fort. Et voilà, c'est un peu l'approche de 2025, hein. Autant en relation qu'en business. C'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport aux clients. Et je voulais savoir si aujourd'hui, du coup, tu étais 100% en freelance ou si tu étais quand même rattaché à une agence qui te représente de manière générale avec des gens qui gèrent un peu plus la partie business ou tu es vraiment que freelance freelance. Je suis uniquement freelance, mais je travaille de manière récurrente avec un client, donc une agence qui me donne du travail tous les mois, et certains clients qui sont mes clients qui me donnent du travail tous les mois aussi. C'est un peu ça qui permet de... c'est- En tant que créatif, c'est vers là que tu veux t'aller, enfin t'en aller, c'est la récurrence. C'est ça qui permet justement de pouvoir te projeter et d'être plus tranquille. Donc c'est ça, je suis pas représenté par une agence, mais j'ai quand même tous les mois les mêmes clients avec qui je travaille. D'accord. Et du coup, c'est ça que tu disais tout à l'heure quand je t'ai posé la question, est-ce que tu te sentais vraiment libre dans ce que tu faisais actuellement? Tu as hésité un petit peu et c'est Ouais, surtout sur ce fait-là que bah, il y a quand même ces clients, on va dire, récurrents qui sont là et tu as des obligations envers eux qui bien te sûr. contraignent au niveau peut-être temps et localisation, j'imagine aussi. Bien sûr, surtout localisation, le temps, je devrais le mettre de toute manière, que ça soit eux ou quelqu'un ou un autre client qui me plaît plus ou moins. Mais localisation, parce qu'aujourd'hui, je travaille avec des clients qui sont tous à Montréal. Et encore une fois, je sais que c'est une porte que je vais devoir fermer à double tour bientôt. Donc, je me prépare à faire ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, pourquoi je suis encore à Montréal? C'est parce que bah, la majorité de mes clients sont ici. Et justement, en 2025, l'arrivée des clients plus internationaux, ça m'a montré que, ok, si tu pars en Asie, potentiellement, tu vas pouvoir reproduire ce que tu fais ici, là-bas, et te rapprocher de créer faire des prestations qui te ressemblent plus. Mais en t'entendant comme ça, je me dis, ton avenir, il est du coup en Asie. Et je me dis, c'est quoi la bonne stratégie? Est-ce que c'est voilà, rester un peu ici, se construire petit à petit de la clientèle en Asie pour avoir la possibilité de faire le pas? Ou est-ce que c'est se dire, je vais faire directement le pas dans le sens où peut-être je travaille encore un peu ici sur peut-être des projets qui me plaisent moins, mais dans un mois et demi, je me suis mis assez de petits matelas de sécurité pour pouvoir faire le grand pas, prendre un risque. Mais une fois que je suis sur place, bah forcément, j'aurai 10 fois plus de chances d'avoir ces opportunités parce que si je suis capable de les avoir alors que je suis à Montréal, je peux que plus en avoir si je suis sur place, tu vois. Ça peut être une stratégie, mais je vais te dire, en fait, comme j'ai dit, j'ai toujours voulu partir de Montréal depuis ma première année. Et l'été dernier, j'ai fait 3 mois à Bali. Je suis revenu ici en ayant dépensé tout l'argent que j'avais gagné avant ici. C'était un peu mauvaise organisation. Je suis parti là-bas, j'ai fait la fête, j'ai tout dépensé. Et j'ai réalisé que je peux pas vivre, pas moi, mais un humain peut pas vivre en voulant toujours fuir une fois qu'il a l'argent. Tu comprends? Donc, ce que j'ai fait là, c'est toute l'année, j'ai fait ce travail. Toute cette année, j'ai fait le travail d'économiser. J'ai fait le travail de m'assurer que j'ai des contacts en Asie qui sont calés dans leur domaine, qui savent ce qu'ils font, qui peuvent me guider, dans un sens certain, qui sont des mentors aussi. Et là, je pense que je suis prêt, tu vois. En fait, je le sais. Je sais que là, c'est fini. On arrive en fin juin, je rends mes clés et je sais que ce qui m'attend là-bas sera à la hauteur de mes attentes de un et sera assez stable pour subvenir à mes besoins pour la prochaine année au moins. Donc, Maintenant, donc là, on va voir. là, quand tu pars en juin, t'as pas de date retour, t'as pas de billet qui te ramène quelque part d'autre, ou bien? Non, là, je pars de Montréal, c'est fini, hein. Je pars, hein. Je pars en one way. Trop bien. Et Ouais, c'est génial. est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu as dû faire pour préparer ton installation ou c'est plutôt, voilà, comme tu dis, je prends un peu l'argent que j'ai, je prends mon sac à dos et puis on verra sur place. Pour moi,
Je sais pas si c'est des étapes, hein, mais il y a un point, c'était, je voulais, une des choses que je me suis dit en revenant de Bali l'année dernière, c'est quand je repars de Montréal, pour partir définitivement quelque part, je veux avoir un client récurrent qui soit entièrement en ligne. Donc là, je l'ai. J'ai un client qui est entièrement en ligne, qui va me permettre, s'il y a quoi que ce soit, de continuer à gagner de l'argent là-bas. Je veux m'assurer que mes réseaux à moi rapportent assez de trafic pour pouvoir avoir des opportunités, donc des marques qui rentrent dans mes DM. Et ça, j'ai remarqué que tous les mois, j'ai un certain nombre de potentiels clients dans mes DM. Bien sûr, ben, je suis limité par le fait que je sois ici et que souvent les clients, ils n'ont pas le budget de me faire voyager là-bas. Mais si j'y étais, j'aurais ces opportunités. Donc ça, c'est deux. Et trois, c'était voir. J'ai un peu utilisé mes amis comme des cobayes, hein. Mais j'ai deux potes qui sont restés là-bas l'année dernière quand je suis reparti. Et je me suis dit, si eux, d'ici un an, ils en vivent, ben moi, je pourrais en vivre. Ok, wow. Donc Ils ont c'est pris les coché, balles à tu ta vois. place. Ah ouais, c'est ça. Ils ont fait les tests pour moi. Ils ont galéré au début. Et puis maintenant, ils ont le système, tu vois. Trop bien. Et Ouais. je me demande comment tu arrives à gérer les clients, du coup, tu sais, pour revenir un peu au sujet qu'on disait avant, genre, moi j'ai vraiment cette image-là ok, le jour J, tu fais ta campagne vidéo. Moi, j'ai déjà travaillé quelques vidéastes sur des projets et ils sont toujours là à faire la vidéo, là, ça se passe super bien le jour J, etc. Derrière, mon premier réflexe en tant que client, c'est est-ce que je peux avoir le rendu demain matin ou ce soir Ouais. parce que tu es tout excité à l'idée de voir ce que ça peut donner, parce que pour toi, c'est un monde nouveau. Forcément, du côté du vidéaste, bah, il vient de se passer une journée en full concentration, donc il a pas la même aperçu. Et puis bah, après, ça demande des retouches, enfin, tu as forcément l'exigence du client, et je pense qu'on peut pas lui en vouloir dans le sens où il sait pas comment ça se passe, mais en même temps, il faut que tu puisses poser une limite parce que sinon ton temps il est totalement dévalorisé. Ouais. C'est les contrats. Les contrats, les contrats, les contrats. Il n'y a pas de secret, hein. Tu fais un contrat avec des points et tu fais signer les deux parties. Et à partir de là, on peut pas, tu peux plus naviguer en dehors de ces lignes-là, tu vois. Si tu as dit le projet sera rendu sous une semaine, le projet sera rendu avant le septième jour, minuit. Point final. Le projet, il y aura deux rounds de révision, bah ça sera deux rounds de révision, point final. S'il y a un round de révision extra, ça sera chargé de temps. Si moi, je respecte pas mes engagements, je m'engage à retirer un certain pourcentage de la facture à la fin. Donc c'est les contrats, il n'y a pas de secret. Mhm. Ok, mais genre à quel point, tu vois, parce que les contrats, ok, mais à quel point ils sont bien définis, ou ils doivent être bien définis, parce que un round de retouche, ça peut être change-moi ci et ça, et ça peut être refais-moi tout le concept, tu vois. Ça peut être fais-moi tout le concept et ça sera considéré comme un round de révision. Il faut que j'assume ça aussi, hein, en tant que créatif, c'est ça. Mais d'où la pré-prod. Donc là, on rentre un peu dans les trucs plus techniques, hein, mais tu as un contrat avec un client, par exemple le client Bikini, on fait des appels toutes les semaines. Et voilà, je lui montre mon avancée sur le script, sur les shortlists. Lui, il me donne son avancée sur sa recherche de musique, sur la direction artistique, pour s'assurer qu'on soit le plus aligné possible. Parce que ça évitera que je monte une vidéo sur une musique et qu'ils me disent est-ce qu'on peut changer la musique. Ça, c'est le plus gros cauchemar d'un filmmaker, tu vois. Donc ça, ouais, ça évite qu'on arrive sur place et que au final, j'ai pris deux objectifs zoom, alors lui, il voulait des grands angles, tu vois. C'est des choses qui se préparent en pré-prod et il faut définir ça à fond. Mais donc là, par exemple, pour ce client-là, c'est combien de jours de shoot, combien de jours de tournage, et puis il faut prévoir si tu devais les cumuler, c'est combien de jours de pré-prod, tu vois, pour que j'ai une ordre d'idée, parce que nous on voit toujours, voilà, mon vidéaste, je l'ai vu une journée, moi je l'ai payé tant, mais en fait forcément il y a une grosse partie du travail qu'on n'imagine pas forcément, quoi. Bien sûr, bah là, c'est un gros projet. J'ai préféré y aller large. On a 5 jours de tournage. 5 jours de tournage, 7 jours de montage, 3 jours de pré-prod. Euh, c'est à peu près ça, ouais. 3 jours de pré-prod. Une journée, quand on parle d'une journée de travail dans le domaine de la vidéo, c'est 8 heures. Donc ça fait 8, 16, 24 heures de pré-prod. On a une semaine, donc 7 fois 8 jours, 7 fois 8 heures de montage. Puis les jours de tournage, ça, je leur ai réservé vraiment euh, 5 dates différentes. Et on a matin, soir, parce que c'est les meilleures heures pour shooter. Hmm. Donc c'est Dingue. ça, hein. Ok. C'est important de définir, c'est important de prendre large. Moi, les clients, maintenant, quand je les ai au téléphone, ils me disaient est-ce qu'on peut couper sur ça ou ça? Je leur dis on peut couper, mais si on manque de quelque chose, je sais que ça va affecter la relation. Je leur dis il vaut mieux que vous lâchez le budget pour une journée de plus de tournage, une journée de plus de montage, plutôt que se retrouver après ça. Puis, ultimement, c'est moi le professionnel dans ça aussi. C'est moi qui connais, c'est moi qui ai l'expérience. Je sais
par rapport à la taille du projet, recommander combien de temps ça va prendre, plus ou moins. Et ça, tu le sais peut-être maintenant aussi parce que tu as l'expérience. Mais pour quelqu'un qui démarre dans le monde de la vidéo, comment est-ce que tu fais pour ne pas tomber dans ces pièges-là de je dois faire ce que le client veut, alors que le client, il sait même pas ce qu'il veut en fait. Et tu vois, tous ces sujets-là, comment est-ce que tu factures, tu vois, les erreurs commerciales un peu que tu fais au début, j'imagine. Tu parles pas à la bonne personne pour ça parce que moi je l'ai appris d'expérience, hein. J'ai eu des projets dans mes débuts où, cumulatifs, je pense que je me suis retrouvé à travailler des fois pour du 7 dollars de l'heure, tu vois. Ça arrivait au début. Et on fait avec, mais aujourd'hui, tu vois, il y a ChatGPT par exemple. Et ChatGPT, c'est vraiment cool parce que ça prend une base de données internet, enfin surtout internet, et ça te fait un contrat qui est vraiment représentatif de ce qui se passe dans la scène de la photo vidéo internationale. Donc si jamais tu dis à ChatGPT par exemple pour mon contrat, sans doute que si je lui avais dit j'ai une vidéo commerciale de telle ampleur, on a besoin de shooter telle destination, voilà les délivrables qu'il nous faut, je pense qu'il m'aurait sorti un contrat, comment dire, une estimation qui est très similaire à la mienne. Ok, donc tu l'utilises aussi comme un benchmark pour savoir si t'es au prix du marché? Plus maintenant, mais si j'avais pu, s'il y avait ChatGPT, bah en fait, si je savais utiliser ChatGPT il y a 2 ans, je l'aurais fait et ça m'aurait aidé. Aujourd'hui, c'est plus de l'expérience et aussi, comme j'ai dit, j'ai des mentors, entre guillemets, des gens qui sont dans mon réseau que je peux toujours contacter et dire écoute, voilà le projet que j'ai sous la main. Est-ce que tu penses que tel prix c'est, comment dire, rationnel ou tant de jours de shoot, ça fait du sens et eux ils sont capables de me dire de leur expérience parce qu'ils ont plus d'expérience que moi, si oui ou non, tu vois. Et souvent, ben, le, à quoi je fais face, c'est que je vais dire voilà, je leur ai proposé tel prix pour tel projet, eux ils vont me dire t'aurais pu proposer le double, mais c'est quelque chose qu'on apprend encore, de s'assumer, Oui, d'assumer ses prix. Moi, j'ai rencontré 2 jeunes là récemment à Montréal qui m'ont un peu retourné la tête sur tout cet aspect-là. C'est qu'ils disaient, donc eux, ils font du nettoyage de ventilation. Et ils Mhm. m'expliquaient ce qu'on veut, c'est d'abord trouver le client. Alors, en fait, à la base, ils n'avaient pas forcément de compétences dans le domaine qu'ils vendent, ce qui paraît assez dingue, tu vois. Et ils se disaient, d'abord, on va trouver le client, on va trouver un moyen de trouver le client. Une fois qu'on l'a, on va peut-être passer 10 heures à faire quelque chose qui aujourd'hui nous prend seulement 1 heure à faire. Mais parce qu'on va s'assurer qu'au début, ils aient un service 5 étoiles. Parce qu'en fait, ils nous offrent aussi l'opportunité d'apprendre. Et en attendant, on a eu quand même de l'argent en échange, donc c'est de la preuve de valeur. Et petit à petit, bah maintenant, ils sont arrivés à un niveau où ils se sentent aussi plus légitimes de ce qu'ils sont capables de proposer. Et donc, ils peuvent avoir des tarifs qui sont fixes et puis les assumer pleinement, quoi. Bien sûr, la crédibilité, ça se construit, hein. Contrat après contrat. Puis parfois, tu tombes sur des clients que tu sais très bien que si tu les mets dans ton portfolio, ça fera tilter les prochains aussi. Et ça te donnera justement cette crédibilité de dire voilà mes prix, voilà mon service, j'ai travaillé avec eux. Et ça, c'est comme ça, ça se fait petit à petit, ça se construit, ça prend du temps, mais il faut rester confiant quand même. Faut savoir Mhm. s'assumer, tu vois. Faut savoir s'assumer, faut savoir la valeur dans ton travail, la valeur de ton temps aussi. Puis voilà. Mais du coup, quelqu'un qui démarrait là en 2025, il est passionné de photos et de vidéos depuis 2 3 ans. Il fait des projets avec ses amis pour une marque de vêtements, pour un de ses potes qui fait du rap, etc. Là maintenant, il veut se professionnaliser. Est-ce que tu aurais des conseils, des approches ou peut-être des erreurs à éviter de manière plus concrète, tu vois? Euh, ouais. Déjà, savoir se regarder dans la glace et savoir quand est-ce que ton niveau vaut un certain montant, tu vois. Tu peux pas vendre quelque chose. Ben, tu peux être un très bon vendeur et vendre quelque chose de pas très bonne qualité à un très bon prix, mais c'est pas ce que tu veux faire sur le long terme. Et si tu veux te faire un nom dans l'industrie. Donc c'est ça, monter tes skills. Pendant ce temps, travailler un peu comme les gens dans le nettoyage d'aération, c'est travailler avec des noms qui vont te permettre, toi, de te pratiquer, qui vont te permettre aussi de te rendre plus crédible. Et une fois que tu as rassemblé ces deux choses, tu as ta crédibilité de par ton portfolio et tu as un niveau, poser tes prix, faire des sacrifices, être prêt à sacrifier certains clients pour t'ouvrir d'autres portes. Ça, c'est vraiment important. Et moi, ça m'a fait perdre beaucoup de temps et ça m'a même fait perdre de belles opportunités. C'est-à-dire que j'avais dit oui à des projets, puis j'en ai eu d'autres qui me passionnaient plus, que j'ai dû, entre guillemets, bâcler parce que du coup, les timelines étaient en même temps. Donc, j'ai accepté les deux Mhm. projets et je me suis retrouvé à devoir donner du mien dans ce que j'aimais moins et donner du mien dans ce que j'aimais beaucoup aussi, mais je pouvais pas être à 100% dans les deux.
Ouais, je vois Donc c'est clairement. ça, c'est monter ta crédibilité, monter ton niveau à un point où tu es confiant et tu sais que dans l'industrie ça sera respecté et poser tes prix. That's it. Et tu restes là. Ok. Je Ok. sais pas, Nathan, si toi, tu as des questions, moi, ça me passionne tout ça. Euh, J'avais pas de questions particulières à rajouter, mais bon, il y a quand même question d'argent, etc. Qu'est-ce qu'on peut espérer gagner dans une industrie comme celle-ci? Parce que bah, c'est toujours attrayant de savoir jusqu'à combien on peut gagner par mois ou par projet. Je sais pas aujourd'hui ce que toi tu vises en étant à Montréal et en étant à Bali. Peut-être tes expectations elles vont changer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Bah, en tant que freelance, déjà si tu fais un travail freelance, si tu fais un travail freelance, il faut savoir que tu seras imposé différemment que les gens qui ont un taf déjà. Mais si tu fais un travail freelance qui est de bonne qualité, tu peux viser facilement du 4 000, 5 000 par mois, tu vois. Là, tu es réaliste. Mais il y a des gens qui en font dans la production vidéo, comme j'ai dit, moi, il y a des gens qui chargeraient pour les contrats que je fais le double, le triple. Donc tout de suite, tu peux toucher du 15, du 20, du 30. Mais tout revient à... Puis ça, c'est un autre détail que j'ai pas mentionné dans les points, justement ta question avant, des conseils, il faut se développer au niveau business, savoir parler. Parce que l'art de parler, c'est ça qui va te sauver aussi. Mais, euh, mais ouais, il y a des gens qui sont à la fois talentueux, à la fois très bons en business, qui peuvent faire des mois avec 4-0, tu vois. C'est des trucs de fou. Mhm. Mais c'est bien que tu parles de l'aspect business parce que du coup ça rejoint une question que j'avais tout à l'heure que j'ai pas eu l'occasion de poser. Mais étant donné que tu es allé à HEC, que tes études étaient plus orientées entrepreneuriat, business, marketing, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui c'est essentiel ou que tu aurais pu faire complètement sans et que tu te serais quand même débrouillé? J'irai. Malheureusement, je pourrais pas dire que l'école m'a beaucoup aidé hein, par rapport à ça. Mais je me suis développé. Je vais être totalement transparent, j'ai payé un cours de vente 3 000 $ US. Et c'était Ok. vraiment bien. J'ai eu de la chance, je suis tombé sur un cours de vente avec des mentors qui étaient vraiment forts et qui avaient vraiment un bel encadrement, un vrai cours basé sur des différents. Donc, il y avait 16 ou 17 capsules vidéo, des appels toutes les semaines. Ça m'a énormément aidé. Et c'est un investissement que quand j'ai fait, bien sûr, mes parents, mes proches, ils étaient en mode tu payes un gourou pour t'apprendre à vendre, tu vois. Je l'ai fait, ça m'a aidé. Ça m'a sauvé pratiquement, j'ai envie de dire. Donc, faut pas avoir peur de ça quand tu l'as pas. Parce que moi, j'ai grandi à Tahiti, c'est une île où il n'y a pas la vente, tu vois. Tout se fait comme Mhm. ça, on est chill dans ce niveau-là, tu vois. Donc pour moi, la vente, c'était très très dur. J'ai dû l'apprendre à travers justement ce programme de mentorat, pas à travers HEC, mais c'est primordial, primordial, primordial. Si t'es pas capable, il y a un, je sais plus exactement comment ça se dit ce dicton, mais si t'es pas capable de te vendre, tu vas juste être un artiste affamé, tu vois. Mhm. Et tu peux être le Mais, meilleur artiste du monde quand même. Mais si t'es pas capable de vendre ton œuvre, tu vas juste avoir faim et tu vas collectionner des œuvres dans ton disque dur. mais c'est beau que tu parles de ça parce qu'on en parlait justement avec Mathis il y a quelques jours. Et c'est vrai que bah, la plupart des artistes, des créateurs, ils sont tellement focus sur leur travail qu'ils oublient en fait cette partie business et bah, au final bah, ils finissent comme comme Exact. les peintres Picasso à mourir sans avoir même vendu une de leurs Bien œuvres. sûr. Je sais Et pas si. Je c'est quand pense même qu'on a dit super ça triste. hier soir avec Mathis. Je sais plus c'était quoi le. J'avais entendu ça dans un podcast, mais c'est un podcast de vente justement, de vente. Et, euh, et la vente en fait c'est la confiance en soi, tu vois. Et ça disait il y a plus de rêves qui sont détruits par le manque de confiance en soi que par le manque de talent. Et ça résonne beaucoup avec Mhm. moi parce que je sais que j'ai énormément de talent dans ce que je fais, mais face à un client, quand c'est le moment de vendre mon service, parfois j'y croyais même pas moi-même. Tu comprends? Mhm. Ah, bien Pas sûr. parce que je croyais pas à être capable de livrer, mais plus parce que je croyais pas à mettre ce prix sur mon art, ce prix sur mes créations. Parce que, ben, comme on a dit au tout début, tu fais quelque chose par passion, t'as pas l'impression que tu devrais être payé pour ça. C'est juste mon kiff, tu vois. C'est quand même un guitariste, un gars qui kiffe la guitare et on lui dit vas-y, je te paye pour jouer à mon anniversaire. Il va être en mode ben, j'aurais joué de toute manière en fait. ouais, c'est ça, Tu ça fait vois? beaucoup de sens. Je vois là, la formation, du coup, pour toi, finalement, ça a été un de tes déclics. Et je trouve ça Ouais. déjà dingue parce que on parle souvent avec Nathan de l'importance de l'école, tu vois, dans les carrières maintenant des plus jeunes personnes, etc. Et je vois qu'en fait, avec
c'est pas qu'il faut rien faire et ne pas aller à l'école, mais finalement, avec une formation que tu as payé 3 000 $ et l'engagement que tu as mis derrière, ça va peut-être rapporter plus que 3 ou 4 années en école de commerce qui sont beaucoup plus chères que ça. Maintenant, ce que je me demande sur cet aspect purement formation, c'est qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Est-ce que c'était 16 et 17 capsules vidéo et vraiment le contenu qui est dedans? Ou est-ce que c'est plus le côté j'ai un coach, je suis redevable à quelqu'un, j'ai mis mon engagement, j'ai mis presque mon honneur, où il y a mon ego qui est en jeu, tu vois, et je dois à chaque fois dans ce call, chaque semaine, lui dire regarde tout ce que j'ai mis en place, regarde ce que j'ai fait, tu vois. Bah je te dirais que c'est ça en fait, parce que les 17 capsules, c'était des cours sur la psychologie de la vente. Et c'était cool parce que c'était pas des vendeurs sharks. C'était pas des gars qui t'apprenaient à manipuler un client. C'est des gars qui t'apprenaient à diriger un client vers quelque chose qui pourrait l'aider. Donc il y avait beaucoup de vraies valeurs à l'arrière. Mais ce qui m'a le plus aidé, c'était bien sûr le théorique. Passer à travers les 17 capsules, apprendre comment naviguer une conversation, comment naviguer des objections, comment rassurer les personnes. Mais le principal, c'était le mindset surtout en fait, d'avoir quelqu'un face à moi chaque semaine qu'on s'appelle et qui me dit genre yo t'as avancé sur tes projets, oui non, et qui me dit t'en es capable, tu vois. Je veux dire, on n'a pas toujours les parents derrière qui, même si nos parents nous aiment de tout leur cœur, on n'a pas des parents derrière qui vont nous dire t'es capable de le faire à travers quelque chose qui a rien à voir avec ton diplôme, tu vois. Plutôt ils seraient en mode alors t'as posé tes CV, tu vois. Donc quelqu'un qui est là et qui est capable de te motiver, qui est capable de ouais, juste de te pousser un peu plus, de te rassurer, de te guider, c'est bien. Comment on dit ça en français? Accountability. Ouais, j'ai même pas le terme en Genre, français parce que j'ai il tellement te en tient anglais. responsable en fait. Je sais Il te pas. tient responsable de tes engagements, tu vois. Et c'est cool parce que comment ça se passait ce programme? C'est tant dedans, tu as 17 capsules du coup, tu as 2 appels par semaine, un en groupe, un avec le gars. Et chaque semaine, tu as des devoirs aussi, plus ou moins. Mais tu sais, si je le dis à haute voix, ça fait gourou un peu, mais c'est du style. La prochaine fois que tu vas dans un café, tape la discu à la caissière. Demande-lui comment elle va, tu vois. Comment tu t'appelles, droit dans les yeux. Et c'est des choses que on vit tellement à travers un écran beau. Va tenir une conversation dans la rue avec quelqu'un et regarder droit dans ses yeux. Pas beaucoup de gens sont capables de le faire aujourd'hui. Ou moins qu'avant, parce que c'est moins normal. On vit tous trop à travers un écran. Et c'est des choses qui m'ont beaucoup aidé, tu vois, qui permettent de s'assumer, qui permettent de ouais, juste de s'assumer dans une conversation avec un client ou dans la vie de tous les jours. Ouais, carrément. Moi, j'ai l'impression que la partie purement connaissance, après, j'ai pas du tout suivi la formation dont tu me parles, hein, mais la partie purement connaissance, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de moyens de l'apprendre en dehors de l'école, mais même aussi en dehors d'une formation qui est forcément avec un prix onéreux, etc. Il y a énormément de livres, il y a énormément de ressources gratuites sur YouTube, etc., etc. Mais évidemment, pour moi, l'élément principal, c'est pour ça que je te posais la question, j'avais déjà ma réponse personnelle là-dessus, ça va être ce accountability coach et ce mouvement aussi de groupe, tu es avec d'autres gens, etc. Et je pense que ça, les formations, c'est un très bon moyen de l'avoir, mais je pense qu'il y a d'autres moyens. Je pense que tu peux aussi te mettre avec deux, trois potes à toi, ou même peut-être juste un, et avoir aussi ce truc-là très régulier, ok, on déconne, on va boire une bière, mais par contre, le vendredi à 11 h, on s'appelle et concrètement, on se dit ce qu'on fait. On a eu longtemps avec Nathan une routine assez marrante, c'est qu'on s'était mis à tester différentes routines, comme par exemple, je sais pas, à faire des pompes le matin, etc. Et en fait, on s'envoyait le matin, je l'ai fait, tu vois. Et c'est tout Ouais, con, mais il m'envoie, je l'ai fait. Si moi je l'ai pas encore fait, mais attends, moi aussi je suis capable de le faire, tu vois. Et 100%. en fait, on est rentré dans ce truc-là où limite, si un jour il y en a un qui avait pas fait, il fallait limite que tu trouves la bonne excuse de pourquoi est-ce qu'il y aurait une bonne raison que tu l'aies pas fait, tu vois. Et je Exact. pense que tous les moyens sont bons et payer une formation, ça peut être très bien, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas les moyens, ou qui n'ont peut-être pas envie, ou qui sont peut-être. Voilà, il y a d'autres façons, je pense, de le faire à sa façon. Le plus important, c'est d'avoir réellement mis son engagement et de ne plus pouvoir le retirer. Une autre façon de le faire, peut-être pour juste terminer ma parenthèse, c'est de peut-être aussi, moi j'aime bien cette idée de publier du contenu en ligne, d'être super authentique, de peut-être même partager cet objectif. Voilà, les gars, d'ici la fin du mois, j'aurais fait 3 000 € et en fait, le résultat, c'est pas est-ce qu'il a fait ces 3 000 € ou pas, on s'en fout, mais c'est tous les jours, tu vas te dire, j'ai déjà annoncé, je dois montrer que je suis en train de progresser vers cet objectif-là. Et cette idée, elle 100%. me plaît beaucoup, tu vois. Je pense qu'on peut le faire tout seul, en fait. 100%. Puis c'est une chance d'avoir un entourage qui est prêt à faire ça avec toi. Et moi, pourquoi j'ai payé le cours, c'est parce que je l'avais juste pas, tu vois. Je veux dire, Mm. on en a parlé, je sais pas si on va rentrer dans ces trucs-là, mais moi, j'ai passé une dernière année très lazy.
beaucoup. J'ai arrêté là, mais je fumais beaucoup de weed à ce moment-là. J'étais dans ma routine, je me challengeais pas. Et en fait, quand j'essayais de bouger les gens autour de moi, ça, ça reflétait pas. Et donc, c'était quand même un moment où je me sentais très seul. Je veux dire, franchement, pour pouvoir sortir 3000 $ US dans un cours comme ça, c'est que j'étais vraiment seul, tu vois. Parce que même moi, je me suis regardé dans la glace à ce moment-là et je me suis dit, est-ce que tu es le genre de personne qui paye des gourous de la vente pour apprendre à vivre? Je l'ai fait, ça m'a aidé, heureusement. Mais c'est parce que j'avais pas trouvé cet entourage-là. Donc si vous l'avez à vous deux ou si vous l'avez avec d'autres personnes ou les personnes qui vont écouter potentiellement, si vous pouvez trouver votre groupe de personnes qui se tirent vers le haut, vous n'avez pas besoin d'investir quoi que ce soit parce que jour après jour, vous allez voir, tu vois, c'est essais-erreurs. Qu'est-ce qui marche pas. Et il y a des niveaux aussi, il y a des niveaux au succès dans le sens où se lever, faire 100 pompes le matin et le dire à ses potes et que les potes le font, c'est un premier niveau. Ensuite, c'est, t'as fait ton site. Moi, j'ai fait le mien, tu vois. Ok, j'ai démarché 10 clients aujourd'hui. Oh, ben, faut que j'en démarche 10 aussi. Donc, c'est des levels. Ça se fait tout seul. Mais j'ai pas eu la chance d'avoir l'entourage. Mais je sais que je vais le trouver à un moment donné aussi. Hmm. Clairement, clairement. Après, il y a aussi quelque chose qui apporte la formation, qui apporte pas juste le côté entourage, c'est que au final, Nathan, il va pas venir me sortir de mon lit parce que j'ai pas fait mes pompes le matin. Alors que je pense qu'à partir du moment où tu as mis une somme qui te semble, peu importe la somme en fait, mais qui pour toi représente des jours, des semaines, des mois de travail, ben t'as un peu ce truc-là de t'as plus le choix en fait, parce que sinon ça sert à rien. Et c'était en fait, t'as déjà mis l'argent maintenant, t'as déjà payé ta formation, donc c'est à toi d'en faire le pire ou le meilleur investissement de ta vie. Mhm, Et mhm. du coup, ça devient logique comme choix parce que l'argent il est déjà dépensé, ils vont pas te rembourser, tu vois. Bien sûr. Non, c'est vrai, ça c'est un autre point. C'est un autre point important quand tu dépenses l'argent que tu as travaillé dur pour, il y a quelque chose qui vient avec aussi, tu vois, un certain engagement. Exact. Je sais que Nathan, toi, t'avais aussi, je crois, pris une formation, ça t'avait pas mal aidé, non? J'avais aussi acheté ce type de formation d'un montant équivalent, c'était 2000 pour ma part, mais qui était moins fixé sur la vente, qui était plus fixé sur les stratégies commerciales et Mhm. plutôt marketing que vente pure et dure, on va dire, avec client. Et honnêtement, ça m'avait bien aidé, en tout cas quand j'étais à 100% sur mon projet et que je faisais des appels récurrents avec la personne en question. J'avais vraiment vu la différence, que ce soit sur mes réseaux sociaux, sur les chiffres que je faisais par mois pour ma marque. Ça avait Ok. vraiment changé. Mais c'est que aujourd'hui, malheureusement, j'ai toujours accès à ce coach parce que c'était un lifetime, on va dire, Mhm. access. Et je l'utilise plus. Et malheureusement, je regrette un peu parce que j'ai pas forcément le temps, j'ai pas forcément l'utilité aussi. Maintenant qu'on a commencé ce podcast avec Mathis, je le solliciterai pour sûr bientôt. Je sais pas encore comment, mais c'est sûr il sera là pour me donner des conseils. Donc je suis toujours content et on va dire que comme tu dis, cet investissement il est énorme, mais ça rapporte tellement derrière que finalement c'est pas tant que ça Ouais. quoi. Si tu tombes sur le bon programme, ça peut changer ta vie, hein. Mais juste une question, pas parenthèse, mais parle-nous de ta marque. Comment elle est née? Où est-ce qu'elle en est Hmm. aujourd'hui? C'est quoi ta vision avec? Avec plaisir, avec plaisir. Alors moi j'ai créé ma marque en 2021, du coup à la fin de mes études obligatoires avec mon frère. Et la marque s'appelle Maladroit. Donc on a créé cette marque à deux et puis on est monté jusqu'à quatre personnes. Du coup avec deux freelances, donc un qui était concentré marketing, l'autre qui était concentré on va dire direction artistique et nous avec mon frère qui était concentré sur la partie euh, gestion de réseau, gestion de stock, site, relations fournisseurs, etc. Et ça a commencé, on va dire, dans notre chambre, hein. Franchement, le cliché, on n'avait pas de local ou quoi que ce soit, mais on avait quand même un capital de départ, je vais pas te mentir, qui était quand même assez important. C'était 10 000 € pour être très transparent. Et ça nous a permis d'investir dans du stock, d'investir dans de la pub, d'acheter justement ce coach, enfin de payer ce coach. Et malheureusement, ce que je conseillerais pas à tout le monde, c'est de pas démarrer avec trop d'argent, parce que du coup, on a fait des erreurs, on va dire, euh, pas de débutants, mais je dirais de personnes qui ont des problématiques différentes, à des stades différents, ont déjà cet argent, euh, et du coup, on se posait déjà la question de comment convertir des clients internationaux avec notre marque qui était née à Genève, dans notre petit quartier de 10 000 habitants. Du coup, on dépensait de la pub internationale avec des Facebook ads, TikTok ads et ce genre de choses, des influenceurs, or que ça faisait pas de sens.
Donc aujourd'hui, la marque, elle est un peu en stand-by, malgré le fait que bah, là, on s'est développé dans un magasin. Du coup, bah, Mathis, tu le sauras aussi maintenant, parce que je t'en avais pas parlé. Mais on est dans un magasin en Finlande, avec un shop, on va dire streetwear. Donc c'est notre premier magasin. Euh, donc on est là-bas, dans un shop avec une Félicitations. personne que j'ai rencontrée ici. Merci. C'est bien, c'est lourd. Du coup, on Et a là, vendu bah, pratiquement tout notre stock de vêtements récemment pour leur magasin qui marche très très bien. Du coup, vraiment content. T'en as déjà eu Voilà. des retours ou c'est trop récent? J'ai déjà eu des retours parce que bah, du coup, ça a commencé il y a un mois et on lui a envoyé un stock, on va dire, d'échantillons pour qu'il teste un petit peu le marché, etc., comment ça fonctionnait. Et dans la même journée, bah, il a tout vendu. Et du coup, bah, il m'a dit, bah, c'est simple, il faut que tu me renvoies, mais cette fois-ci beaucoup plus, parce que ben, ça vend et ça marche très bien. Et l'expérience magasin pour la marque de vêtements, elle est très différente qu'en ligne. En ligne, les gens s'accrochent plus au message, à la communauté, au visuel. Or qu'en magasin, c'est vraiment la qualité. Et bah, en Finlande, personne nous connaît. Et la qualité a vraiment fait la différence. Et du coup, les gens achetaient uniquement pour ça. Donc il y a quelques jours, là, il a reçu du coup un nouveau colis avec une cinquantaine de vêtements et ça vend déjà à l'heure où on parle. c'est une grosse preuve de concept quand même, hein. Ouais, C'est ouais. cool. Félicitations pour ça. Merci. Et c'est quoi la Merci vision beaucoup. après, donc pour le futur de cette marque? Parce que là, vous avez une preuve de concept que les gens qui vous connaissent pas par votre nom aiment la qualité, aiment le produit, aiment le design. Alors en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a quelques mois, avant que cet événement arrive, j'en avais parlé avec mon frère et je lui ai dit, bah voilà, ce serait bien quand même de voir un peu plus loin, etc. Est-ce qu'on arrête complètement et on switch de business, ou est-ce que on continue et puis peut-être qu'on rechange quelques aspects. Et maintenant que j'ai eu cette expérience et cette vision-là, je me dis, mais en fait, il y a vraiment un truc à faire. On connaît nos produits, on connaît ce que les gens aiment au niveau qualité, et on peut le faire. On peut le faire à plus grande échelle, on peut le répliquer, et il y a vraiment quelque chose à faire. Donc pourquoi pas reprendre avec la même vision, ou avec une autre, ou avec une autre marque, je sais pas. Pour l'instant, c'est trop récent pour que je prenne du recul dessus. Mais voilà, en tout cas, pour les prochains steps, en tout cas, les prochaines réflexions. Good. C'est clair. La persévérance, c'est méga important, tu sais, le truc no matter what, je continue. Mais en même temps, tu as ce truc-là de. Ça fait plaisir d'avoir des étapes de preuves de succès, des débuts de tendance, des premiers chiffres, etc. Parce que ça te permet de tenir le coup et puis ça redonne un coup de motivation. Donc, je vois clairement Exactement. ton mindset où tu peux être en période de doute et puis si pile dans cette période-là de doute, bah, tu as une très bonne nouvelle ou au contraire une très mauvaise nouvelle, ça peut, tu vois, amplifier de dingue ton mindset à ce moment-là, tu vois. C'est clair. Et puis, bah, malheureusement, avec bah, l'expatriation ici, tu vois, en Malaisie, mon frère qui est resté à Genève, la gestion de la marque, elle était de plus en plus compliquée, on va dire. Et puis même l'envie commençait à diminuer. Donc forcément, ben, le fait que je rencontre cette personne ici, on va dire par hasard, avec le même mindset, qui a vu la vision des vêtements, parce que bah, j'ai quand même pris des vêtements ici pour les montrer aux gens, etc. Donc il a pu voir ce qui était réellement le produit. Ça a fait la différence directement. Et puis bah ça m'a redonné quand même un coup de boost de fou. Donc je suis bien content, mais on va dire qu'on était au plus bas et on a failli tout arrêter du jour au lendemain. Cool. Trop bien. Bah Faudra écoute les gars, que, en vas-y. dehors du podcast, faudra que tu m'envoies le lien. J'irai faire un tour sur votre boutique en ligne. Avec plaisir, avec plaisir. Tu me diras ce que t'en penses des photos, etc. et tu me feras ton Grave, retour. grave. J'allais dire les amis, je crois qu'on a fait un super, super bon tour de plein de sujets. Forcément, il y a encore plein de choses qu'on pourrait discuter. Donc on verra si on se refait une discussion comme ça filmée ou si on se fait un truc aussi en off pour pouvoir parler d'un peu plus de sujets. Mais je pense qu'on peut mettre un terme. Mais en tout cas, c'était vraiment génial. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire, on va dire, à l'audience au TAPS qui est en pleine construction? Est-ce que tu as encore quelque chose que tu veux partager? Moi, Ouais? est-ce que j'ai quelque chose que je veux partager? Je dirais juste, la grande leçon dans tout ça, c'est vraiment juste prendre un pas après l'autre et naviguer les hauts et les bas de la vie. Parce que, on en parlait hier soir avec Mathis, hein, en dehors de la caméra, on s'est vu hier soir, mais
c'est que la vie, c'est des hauts et des bas. Ça sera toujours ça, qu'on soit successful ou pas. On trouvera toujours des choses euh, pour nous faire obstacle. Et c'est juste de continuer à prendre le prochain pas, tu vois. Que ça soit pour ta marque, avec ton frère, vous avez des hauts, des bas, vous avez failli abandonner, et là, vous réalisez que ben, le produit est lourd. Que ça soit moi, quand je suis venu de Bali et que j'étais endetté de 10 000 $ et que je savais pas c'était quoi mon prochain move, tu vois. C'est vraiment juste de continuer à avancer. Parce que si tu lâches pas, ça peut juste conclure à quelque chose de bon. Je veux dire, si tu travailles fort et tu lâches pas, ça va juste avancer. Donc voilà, c'est la seule chose que j'ai à dire. C'est une chose que je me dis à moi-même dans le miroir le soir et que j'espère que ça pourra aider les autres aussi. Ok, top, top. Moi, j'avais une dernière question sur laquelle on va conclure et après ça, on te laisse tranquille. C'est quoi ton secret du coup pour être au top? Donc au top, bah, c'est le nom de notre émission, mais ça peut être une routine, un objet, un lieu ou plein d'autres choses qui te permettent d'être la meilleure version de toi-même. Si tu aurais un exemple à nous donner rapide, pas besoin de développer plus que ça, je pense que Ok. ça pourrait être sympa. Se coucher avant minuit, manger le plus healthy possible, s'entraîner tous les jours. Pas nécessairement s'entraîner 2 heures comme un malade, mais bouger son corps tous les jours. Et regarder la lumière du soleil, regarder un sunset. C'est vraiment important pour moi. Puis la musique. Pour moi, la musique, c'est une grosse partie de ma vie. Donc voilà. Trop bien. Ok, trop bien, trop bien. Voilà. Bah écoutez, je pense que on va finir sur cette note positive.